Alors, moi, je reviens tout de même à la question du crédit parce que on a eu une inflation des crédits accordés et ça a dérivé tout de même dans des excès majuscules du côté de l'immobilier. Mhm. On a vu aux États-Unis comment ça s'était passé, comment ça avait fini. À chaque fois que le crédit s'emballe et que l'immobilier fait n'importe quoi, c'est la catastrophe à l'arrivée. Pourquoi la Chine arriverait à éviter le faux pas américain? Alors, c'est vrai que le monde développé de ces dernières années, et même même d'une génération précédente, c'est le Japon. C'est la crise immobilière américaine, c'est la crise immobilière espagnole ou Absolument. irlandaise. Et chaque fois maintenant qu'on voit arriver une crise immobilière, on se dit, voilà, ça recommence, ça va être pareil, et donc ça va être la catastrophe. Nous, on pense que la situation chinoise en termes immobiliers est très différente de la situation américaine, de la situation espagnole ou de la situation japonaise. Alors, il y a des points communs. C'est une évolution très très forte du crédit, poussée par une politique monétaire ultra accommodante. Ok, ça on est d'accord. Mais par exemple, quand on regarde les prix de l'immobilier aujourd'hui en Chine, ils ont fortement monté, mais ils n'ont pas plus monté que le PIB en moyenne sur l'ensemble du pays. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en termes de rapport aux revenus disponibles des ménages, qu'on peut approximer en quelque sorte par le PIB, bah, on a finalement des prix immobiliers qui n'ont pas monté. Voilà. Donc on n'est pas aujourd'hui, pour nous, dans une bulle spéculative des prix. On a eu un excès d'offres, c'est clair, avec le crédit, des promoteurs ont beaucoup construit. Néanmoins, on est dans une urbanisation qui est encore très modérée. On est à peu près à 50% d'urbanisation en Chine. On doit aller probablement vers les 70-75 de la Russie. Donc ça crée une demande importante. Nous, on considère, voilà, les démographes en tout cas considèrent que c'est 8 à 10 millions de nouveaux citadins chaque année. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on peut construire des immeubles vides, mais il est quand même assez probable qu'un jour ou l'autre, ils soient remplis. Donc en termes de prix et en termes d'offres et de demande, l'immobilier finalement nous paraît entre guillemets relativement sain. Alors bien sûr, il y a un excès aujourd'hui d'offres, donc les prix baissent, mais est-ce qu'on va avoir un emballement comme on a pu avoir aux États-Unis et en Espagne? Ça nous paraît peu probable. Il y a d'autres raisons aussi, hein. Par exemple, voilà, le ménage chinois est très épargnant. Fortement épargnant. Les États ont interdit en quelque sorte quasiment le ménage chinois de trop s'endetter sur l'immobilier en l'obligeant à faire des apports en cash quand il achète. Et aujourd'hui, il y a peu de ménages chinois finalement en comparaison aux États-Unis ou en Europe qui ont un mortgage, enfin, qui ont un emprunt hypothécaire quand ils sont propriétaires. Officiel. Donc, voilà. Donc, bon, alors après, on peut dire effectivement qu'il y a beaucoup de données. Le shadow banking est un élément en fait de financement qui compte beaucoup chez les consommateurs aujourd'hui, hein, et dans des proportions beaucoup plus importantes que dans nos économies matures. Premièrement. Deuxièmement, vous avez raison, si on regarde la Chine et l'immobilier chinois dans son ensemble, clairement, on n'est pas sur des niveaux de bulle. Sauf que la réalité, et on l'évoquait avant l'émission, c'est que la Chine, elle est découpée en deux. Et on a la Chine côtière, celle qui est tournée vers le monde, celle qui réalise 90% des exportations chinoises d'ailleurs, et le reste de la Chine. Et lorsqu'on regarde les centres névralgiques, je dirais, qui sont les plus porteurs pour la Chine, c'est-à-dire toutes les zones côtières, là on est sur des niveaux de prix de l'immobilier sur revenu disponible qui dépassent l'entendement. Que ce soit à Shanghai, à Pékin, on parle entre 20 et 30 années de revenus disponibles. Contre chez nous du 4-5 années de revenus disponibles. Donc effectivement, si on regarde la Chine, c'est la difficulté dans sa globalité, on pourrait ne pas percevoir ce genre de choses. Lorsqu'on regarde des centres névralgiques, on constate quand même, au-delà même de la question d'offre, il y a la question de solvabilité, qu'aujourd'hui on est sous tension. Qui plus est avec des niveaux de financement enfin des moyens de financement qui sont aussi beaucoup axés sur le shadow banking. Dernier point sur le taux d'épargne. Je m'en garde quand même sur le taux d'épargne au niveau chinois. On parle beaucoup du taux d'épargne global, mais n'oublions pas qu'une grosse partie du taux d'épargne chinois, c'est le taux d'épargne des entreprises. Tout simplement parce que le système financier chinois, depuis toujours, est orienté pas uniquement maintenant, mais puisque ça se développe, mais en grande majorité vers les entreprises publiques. Et qu'aujourd'hui, les entreprises privées, n'ayant peu accès finalement au système financier traditionnel, ont traditionnellement été obligées d'épargner pour pouvoir en fait construire leur business. Donc dans les 50% de taux d'épargne que tout le monde a en tête, on a une grosse proportion qui vient des taux d'épargne des entreprises. Lorsque vous regardez le taux d'épargne des ménages, on est entre 25 et 30%. Ce 25 à 30%, à ce niveau de développement-là, il n'est pas surprenant. Je pense que là, le danger, c'est comparer, n'oublions pas que la Chine, c'est entre 8 et 10 000 dollars de PIB par habitant. Il ne faut pas le comparer en fait, à un comportement de marché mature comme le nôtre, entre 30 000 et 40 000, qu'on soit européen ou américain. Et j'ai envie de vous poser une question, c'est que par rapport à ce taux d'épargne, est-ce qu'il est anormal qu'il soit élevé pour les ménages chinois, lorsque finalement on a un système de santé relativement peu développé?
On a un système de retraite relativement peu développé. C'est la question de fond. Donc, je suis toujours un peu embêté sur la notion de taux d'épargne en Chine. Je pense que très concrètement, quand on connaît le terrain, ils doivent faire face à des accidents de la vie que nous n'avons pas à faire face, en tout cas que nous avons externalisés via essentiellement des systèmes de développement et des modèles sociaux publics. Donc Alors, je Frédéric, pense voilà, il y a un de sujet. cette analyse. Moi, je pense qu'effectivement, sur le taux d'épargne, on peut en parler, mais ce qui me paraît important dans l'analyse de l'immobilier, c'est de savoir finalement s'il y a beaucoup d'emprunts mortgage hypothécaires sur les ménages chinois. Et en l'occurrence, il y en a peu. Non, en officiel, je suis d'accord. Quand on parle du shadow banking, il ne faut pas oublier que le shadow banking, qui est assez important en Chine, c'est des obligations corporate, par exemple. Hein. Donc, quand on parle du crédit qui est inofficiel, évidemment, on se perd en conjecture, Oui, bien sûr. il est difficile d'avoir des données, mais ce qu'on entend, c'est peut-être 4-5% du crédit total en Chine. Donc, c'est probablement quelque chose qui est un petit peu surjoué, et toutes les façons sur lesquelles il est difficile aujourd'hui de se prononcer. Donc dans l'ensemble, pour nous, il y a assez peu de chances en fait qu'on ait beaucoup de ménages comme aux États-Unis ou en Espagne, qui se trouvent finalement dans l'obligation de vendre parce qu'ils deviennent insolvables. Mais c'est important, je pense. Est-ce qu'on n'a pas un problème tout de même avec l'immobilier? C'est la spéculation des collectivités locales avec le foncier, parce que les collectivités les locales... recettes fiscales sont payées là-dessus, donc c'est évident. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on a un développement très très fort du crédit, on l'a bien vu, nous, en 2008, c'est qu'on a des excès et on a des choses finalement assez stupides qui sont faites. Parmi les choses stupides, par exemple, il y a les produits de banque privée où on propose à des ménages d'investir à 6 mois, 1 an sur des niveaux de 7 à 10%. Et puis derrière, ce sont des investissements en infrastructure à 30 ans sur lesquels il va être difficile quand même de proposer des rendements aussi élevés. De la même façon, on peut avoir des déséquilibres extrêmement importants entre le 40e étage d'une tour à Shanghai qui se situe au-dessus du nuage de pollution et puis effectivement le petit village dans une ville, le petit immeuble dans une ville de province. Donc tout ça va être résolu, mais je pense qu'il faut quand même regarder à l'échelle globale et en moyenne. Je pense que c'est ça qui va nous décider finalement si la Chine est capable ou non de mettre en place une politique qui va contrer cette crise. Et moi, ce que je regarde, et quand on regarde l'étude du FMI, je trouve qui est assez importante, il y a des effets modérateurs. On dit, une croissance du crédit très forte, et on va donner énormément d'exemples de sociétés qui n'auraient jamais dû exister, en tout cas qui n'auraient jamais dû perdurer, d'immeubles qui n'auraient jamais dû être construits.